Bonsoir à tous et bienvenue sur Network Foot and Sport pour un nouveau numéro d'Insight Foot, le live. Avant d'aborder cette émission, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux qui s'affichent ci-dessous. Alors aujourd'hui, je suis très bien entouré puisque je suis avec Walid qui fête son anniversaire aujourd'hui. Salut Walid. Salut Victor. Comment tu vas? Pardon. Super. Je suis encore un peu endormi. C'est ton anniversaire, tu devais être au taquet là. Hein. Et puis Juan José à côté, comment tu vas? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Et puis Abdel, l'habitué de l'émission. Ouais, ça va très bien. Un nouveau présentateur. C'est ça. Donc on est content que tu sois avec nous et on espère qu'on va passer une bonne émission. Et puis Franck, t'es d'attaque? Ouais, bah, je suis réinvité pour une deuxième fois, donc ça fait plaisir. c'est sympa, ouais, c'est sympa. Ah bah ça va, c'était bien la première fois alors. Ouais. Sinon je serais pas revenu. Et donc comme on a toujours quelque chose à vous faire gagner dans cette émission, c'est l'heure de la question du jour. Et donc c'est un t-shirt qu'on peut gagner avec cette question Network Foot Web TV. Et donc suivez bien la question que Walid va poser juste après. Alors comme d'habitude, pour jouer c'est tout simple, il faut juste vous abonner à Network Foot et répondre à la question du jour. Et aujourd'hui la question du jour est la suivante. Qui a marqué le but de la victoire hier pour Southampton lors de la rencontre face à Manchester City? Voilà. Et donc programme très chargé aujourd'hui, on va débuter avec Cristiano Ronaldo qui a inscrit son premier coup franc sous les couleurs de la Juventus Turin après 2 ans de tentatives. Et donc réagissez, essayez de nous dire si vous pensez que Ronaldo doit encore être considéré comme un bon tireur de coups francs. Eh oui, venez débattre avec nous, on se fera un plaisir. Et Ronaldo doit-il être encore considéré comme un grand tireur de coups francs? Faites-nous part de toutes vos réactions. Du coup on va commencer. Franck, qu'est-ce que t'en penses de Ronaldo après 2 ans d'attente? Est-ce que c'est surprenant? Non, pour moi non. Après Cristiano on le connaît, c'est un travailleur, c'est un mec qui lâche rien. Et écoute, tu sais les coups francs c'est pas évident. Après il a vu par le passé on a vu que c'est un mec qui savait mettre des coups francs. Là il l'a mis avec la Juve. Bon peut-être qu'il n'y a pas eu d'opportunité avant. J'ai pas vu le but, hein. J'ai pas vu le coup franc, mais bon après après comme un grand tireur coup franc, ouais je pense que c'est un tireur quand même de coup franc. Moi je pense que c'est un grand tireur quand même. Et du coup Abdel, toi tu penses que tu mettrais plus Messi devant Ronaldo? Parce que le débat il se fait aussi en fait c'est 2 styles de coups francs différents. Il y en a un où je pense que comme Messi c'est un peu plus travaillé, c'est beaucoup de l'intérieur du pied. Et il y a quelqu'un comme Ronaldo qui est, comment te dire, qui est beaucoup sur la puissance et aussi le départ du ballon. Parce que voilà, tu sais très bien comment il tire, ça un peu en zigzag là, c'est un peu compliqué. Après, en mettre un devant l'autre, je sais pas, c'est selon l'appréciation de chacun. Après, pour moi, ils sont pas dans l'histoire, c'est pas les meilleurs tireurs. Hein. Je l'ai peut-être. Juninho pour toi? Ouais, Juninho, il y a Beckham, il y a Ronaldinho qui tirait bien. Il y a une question de style. Ouais, c'est comment tu sais ton ressenti, comment toi tu tires, comment toi tu vois l'action. Après, Ronaldo, il marque avec la Juve. Bon, c'est vrai que c'est une palette qu'il a en plus de marquer des coups francs. Mais il marque quand même des buts dans le jeu, il a 25 ou 26 buts. S'il marque pas les coups francs, c'est pas grave. Après, voilà, peut-être qu'au Real et auparavant, il avait peut-être un peu plus de réussite. Ça arrive, hein, des fois, la réussite, elle te fuit, mais ça l'empêche pas d'être un bon joueur sur le terrain et d'être décisif. Mais je pense que, voilà, on peut le considérer comme un bon tireur de coups francs, mais pas forcément dans les meilleurs de l'histoire. Il y a aussi lui, ton ami. Moi je suis un gros tireur de coups francs. Je peux te dire que je suis un gros tireur de coups francs, mon ami. Il y a aussi une question qui se pose, Juan José, est-ce que c'est plus sur le fait qu'il y a des tireurs de coups francs comme Pjanic et Dybala, la Juve, qui fait que Ronaldo n'a pas forcément eu l'occasion, ou il a eu assez l'occasion pour montrer qu'il pouvait... Ah, il a eu assez d'occasions, il vient de passer un trou d'air, hein. C'est un trou d'air, c'est tout. Il a eu besoin des 43 occasions pour pouvoir marquer son premier coup franc, ce qui est complètement aberrant pour un joueur de son talent. Il faut juste, voilà, mais il faut se rappeler juste ce qu'il a fait auparavant, parce qu'il est à 55 buts des coups francs, donc 32
avec le Real Madrid, 13 avec Manchester et 9 avec le Portugal. Donc en fait, il a l'habitude de tirer des coups francs, donc c'est un trou d'air qu'il vient de passer. C'est pour ça aussi qu'on a vu sa allégresse quand il a marqué, sa joie. Il a explosé. Il a explosé, mais forcément parce que ça faisait longtemps qu'il ne marquait pas 43 tentatives, hein, c'est quand même beaucoup. Mais tu as signalé aussi qu'il a marqué 25 buts, et il faut juste se rappeler que peut-être le plus important, ce n'est pas qu'il ait marqué des coups francs, mais qu'il ait marqué le 25e but en Ligue, en Serie A, tout simplement parce qu'il vient d'égaler le record de Omar Sibori, qui est un Argentin, qui avait établi le record des 25 buts en Ligue 1 en 1961. Donc c'est peut-être là le chiffre vraiment à regarder. C'est significatif de voir Ronaldo marquer 25 buts en championnat à 35 ans, parce qu'on a peut-être un peu sous-estimé ses performances. C'est significatif parce qu'il a 35 ans ou 34 ans. À cause de ça surtout, mais comme Franck l'a dit, c'est quelqu'un qui fait très attention à lui, qui est un bosseur sans fin, qui travaille à l'entraînement, qui court dans le match, qui travaille chez lui. Donc c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple pour tous les jeunes. Ouais, c'est un travailleur. 4 ans, il travaille. Il peut continuer encore quelques années. Oui. Si ton hygiène de vie est bonne, tu peux aller partout. Surtout lui. On sait que c'est top mondial. Il se bat avec Messi depuis des années. Une chose par rapport aux stats, là, on revient un peu au sujet principal. On dit souvent qu'il a pas marqué, etc. Mais faut voir combien ont été cadrés. Il y a plein de choses à dire, tu vois, parce que s'il a frappé mais qu'il a envoyé pour les supporters, c'est une chose. Mais si c'est cadré, que c'est arrêté par le gardien et tout, on peut dire qu'encore qu'il a son talent. Après, en termes de bosseur, c'est quelqu'un qui est incroyable. C'est un exemple pour tout le monde, comme l'a dit Franck et Juan José. En vrai, à 35 ans, on dit que il fait pas une bonne saison, il a du mal. Après, quand on arrive, qu'il met 25 buts, on a l'impression que c'est peu, alors qu'en vrai, c'est des stats incroyables. Et à la Juve, il est venu pour te dire, en gros, je suis venu peut-être remporter la Ligue des Champions avec un troisième club. Malheureusement, ça s'est pas encore fait pour le moment. Mais en Serie A, qui est un championnat très dur, et lui qui a besoin de beaucoup d'espace, il a réussi quand même à s'affirmer et à planter pas mal de pions, donc chapeau à lui. On va prendre un petit moment pour saluer les téléspectateurs qui nous ont rejoints. Donc bonjour à Victor, Achille et Sandra. Merci de nous rejoindre. Et n'hésitez pas, on débat tous ensemble. Et donc Ronaldo, on a entendu dire aussi qu'on pouvait peut-être imaginer... puisque Messi avait dit qu'il allait partir peut-être en 2022, un petit duo, voilà, on va pas polémiquer, mais est-ce que vous rêvez de ça, vous, à la Juventus? Oui, mais ils seront pas ensemble, ça c'est pratiquement c'est sûr. C'est deux joueurs qui sont en permanence en lutte. Belle lutte, hein. Donc incompatible. Voilà. Ou incompatible. Oui, c'est deux égos. Mais déjà même pas sur le terrain, mais financièrement vivre, déjà. sur le terrain, ça serait compliqué. Tu peux trouver des solutions. Sur le vestiaire, ça serait vraiment impossible. Sur le terrain encore, hein, tu peux trouver, mais sur le vestiaire, ça serait vraiment compliqué. De toute façon, je vois pas Ronaldo partant là tout de suite de la Juve. Je pense qu'il va terminer sa carrière du côté italien, sauf s'il souhaite retourner chez lui au Portugal, là où il a commencé quand il était un gamin des 16 ans et qu'il est parti du côté de l'Angleterre. Pourquoi pas? Messi, il a toujours dit, le jour où il quitterait Barcelone, ça sera pour partir à Rosario et terminer sa carrière dans son club où il était quand il est parti à 13 ans de l'Argentine. Non, ils vont pas se retrouver, mais ce qui est intéressant, c'est que tu parlais des coups francs, et c'est vrai que même pour cette statistique-là, que ça soit Messi, que ça soit Cristiano Ronaldo, ils sont kiff-kiff tous les deux au nombre de buts marqués des coups francs. C'est comme si tu mettais Abdel et Stéphane Tiki dans la même équipe. C'est pareil. Carton rouge. Voilà, merci. Voilà. Merci. Ça me démangeait depuis tout à l'heure. Voilà. Déjà avec la comparaison là derrière tout à l'heure. Et c'est pas sévère. On va te punir d'émission pendant toute la semaine. Valide une minute, faut respecter. Non mais ouais, non, c'est vrai que Messi, Ronaldo, c'est un peu... Si tu parles avec les copains et tu dis ouais, si t'as un duo que t'aimerais voir jouer ensemble, qui tu mets Messi, Ronaldo, mais déjà sur le terrain, ça peut, mais en termes d'ego, c'est compliqué. Et financièrement, parce qu'il faut pas croire que les émoluments ils sont faibles, ils gagnent très bien leur vie. C'est peut-être c'est les joueurs les mieux payés, donc c'est compliqué. Mais voilà, ils seront jamais ensemble, toujours dans une lutte, comme l'a dit Juan José. Donc voilà un petit volet sur le duo Messi-Ronaldo qui ne se fera peut-être pas, mais on est focalisé sur le sujet Ronaldo. N'hésitez pas à réagir sur ce qu'on a dit dans l'émission. Walid se fera un plaisir de répondre à vos commentaires.
Deuxième sujet de notre émission, Aouchiche qui est en partance pour Saint-Etienne. Donc son contrat débute le 15 juillet. Voilà, un nouveau Titi parisien qui quitte le Paris Saint-Germain après Tanguy Kouassi qui est parti au Bayern Munich. Que dire de la politique du Paris Saint-Germain, Juan Trocé? Alors déjà, c'est quand même super. Hein. Alors le jeune homme de 17 ans qui termine contrat le 30 juin. Hein. Son contrat se termine le 30 juin. Mais comme il n'a pas 18 ans, il doit attendre le 15 juillet pour pouvoir signer le premier contrat pro, donc pour 3 ans à Saint-Etienne, un contrat qui est quand même pas mal négocié. On en a parlé nous avant l'émission. Donc 4 millions de primes pour partir libre, plus 100 000 euros bruts mensuels. Si ce sont bien les chiffres, parce qu'on peut avoir des doutes sur le nombre des chiffres, mais surtout et on a Franck ici, mais surtout ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'a pas le droit de signer plus de 3 ans pour un premier contrat pro, mais on sait déjà qu'a priori, il va signer pour ça, puisqu'au bout de la première année, on va lui proposer 2 années de plus, serait déjà accordé dans les petits papiers, pour pouvoir étalonner le paiement des 4 millions et du salaire. Alors, le PSG, est-ce que fait bien son boulot? Mais pas du tout. Après l'affaire Kouassi, vous avez un jeune homme de 17 ans qui se tire aussi à Saint-Etienne. Et derrière ça, je vous dis qu'on est en train au PSG de faire signer Edouard Michou, qui n'a pas encore signé, qui est chez les jeunes et qui va monter chez les U19. Et il y a quelques semaines, et il y a Gloire Abunga qui est parti à Fribourg. Donc en fait, on voit comment les jeunes du centre de formation, petit à petit, ils s'en vont, ils quittent le PSG, ce qui est tout à fait normal, parce que ils voient qu'ils n'ont pas des minutes de jeu. Quand ils regardent vers la première équipe, ils sont tous, ils savent tous que c'est très compliqué de pouvoir jouer. Donc il fait pas le boulot. L'idée des dirigeants de faire ça, puisqu'on a du mal à comprendre. Le centre de formation, c'est assez important pour un club. On voit déjà avec George Weah, Nsoki, Nkunku, maintenant c'est Kouassi et Aouchiche. Quelle est l'idée des dirigeants de Après, il y a des clubs en France, bon, ils ont besoin de leur centre de formation pour vivre aussi parce qu'ils vendent leurs joueurs. PSG, ils n'ont pas besoin de ça. Après, le problème, c'est que un club comme le Paris Saint-Germain, les jeunes, ils ont pas. Voilà, par rapport au Sancho qui a joué tant de jeux, ils ne l'auront pas. À un moment donné, ils achètent que des stars ou que des gens dans d'autres championnats. Donc après, je comprends qu'ils aillent chercher des temps de jeu ailleurs. Et c'est normal, tous les clubs européens, ils sautent dessus. C'est normal, c'est des jeunes super. Donc ces jeunes, ils avaient conscience qu'ils n'allaient pas avoir de temps de jeu. Par exemple, Kouassi, c'est pas très compréhensible parce qu'il part quand même au Bayern, il va pas forcément avoir de temps de jeu. C'est vrai que c'est compliqué pour Kouassi, mais pour refaire un peu pas l'organigramme, mais c'est vrai que aller au PSG, c'est compliqué pour repartir d'un peu plus bas. Quand tu es dans le monde des jeunes, le monde amateur, moi qui suis éducateur aussi à côté, quand il y a des joueurs qui ont des propositions et qui peuvent être amenés à être approchés par le PSG, c'est vrai que quand tu parles un peu, tu es un peu réticent en gros pour leur dire que le projet, à terme, qui est sûrement de signer un contrat professionnel ou d'avoir du temps de jeu, ça va être très compliqué. Donc, tu peux les orienter sur d'autres clubs s'il y a d'autres propositions. Après, Paris, là on parle d'Aouchiche. Aouchiche a eu sa chance cette saison. Mais faut savoir que c'est un milieu quand même qui est numéro 10, même si il peut jouer relayeur. C'est un peu compliqué dans le système du PSG. Tandis que Kouassi, on a déjà parlé, on va pas refaire le débat, pour moi a eu sa chance, donc j'ai pas forcément compris pourquoi il est parti, parce que il y a Thiago Silva qui part, il y a peut-être Gay qui est sur les tablettes pour partir. Pour moi, il a eu sa chance, etc. Après, c'est un choix de carrière, mais je pense pas que ces petits soient seuls à décider. Je pense que l'entourage y est pour beaucoup. Et eux, l'argent, bon, ça compte forcément, mais je pense que c'est un degré moindre par rapport à tous ceux qui les entourent. Mais Paris a perdu pas mal de joueurs. Timothée Weah, tu l'as dit. Arthur Zag l'année dernière. Sissako vient de partir en Belgique. On accable beaucoup les dirigeants, mais ils ont perdu la N2, qui fait que aussi, il fait que tu peux pas, tu perds un peu en qualité et tout. Donc, c'est vrai que c'est dur de passer le cap. J'ai vu Franck rigoler sur un petit sourire là, sur quelque chose qu'il vient de dire. L'accompagnement, bien sûr. C'est normal, je suis en plein dedans. Mais bon, après, il a raison. Il y a beaucoup d'argent. Il y a aussi les parents. Je connais pas l'affaire Kouassi. Je connais un peu l'entourage, mais je connais pas les parents. Bon, après, ça dépend. T'as des jeunes aussi qui viennent de milieux parfois un peu précaires. Donc, ils mettent l'argent en premier. Ça dépend comment tu travailles, ça dépend de
Voilà. Alors juste avant tout, d'accord ou pas avec Abdel ou Franck, réagissez. Et sur la politique du PSG avec ces jeunes, on veut tout savoir, vraiment tout. N'est-ce pas? J'ai juste une remarque à faire. Je suis pas tout à fait d'accord avec Abdel. Donc, in fine, le cas Kouassi et Aouch est le même. Les deux sont partis. Mais ce ne sont pas comparables. Non. Je pense que du côté de Kouassi, lui, il a misé sur un grand club parce qu'il mise sur le long terme. Il est jeune aussi, il va être formé, il sait qu'il va avoir des minutes. Mais non, c'est pas sûr. Parce que quand tu vois, est-ce que le PSG fait avec les jeunes? Non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est son club, donc je pense. Déjà, tu pars au Bayern, qui est l'un des meilleurs clubs. L'un des meilleurs clubs est structuré au monde aujourd'hui. Qui est champion d'Italie, qui a gagné la Coupe d'Italie, qui est champion d'Allemagne, qui a gagné la Coupe d'Allemagne, etc. Donc, tu pars dans un club où il y a quand même pas mal de Français. Donc, tu vas être accompagné. Et je pense que le cas Kouassi, c'est qu'il va être accompagné, il mise sur le long terme. Il sait qu'il va être, entre guillemets, j'ai déjà dit dans cette émission, une espèce de Raphaël Varane qui, étant jeune, a décidé de partir à Madrid, sachant qu'il n'allait avoir des minutes de jeu comme ça tout le temps. Mais voilà, on mise sur le long terme. Le cas de Aouchiche est différent. Parce que lui, il mise sur le long terme, mais il mise sur les minutes des jeux. Alors, il s'est dit, je ne vais pas pouvoir jouer au PSG. Alors, je pars à Saint-Etienne, où effectivement, je vais avoir vraiment l'opportunité d'avoir une place en première équipe. Et donc, c'est deux façons différentes de prévoir son avenir. In fine, c'est la même chose, hein. Les deux sont partis. Mais on a pensé sa carrière de différentes manières. Non, ils sont intelligents, le Bayern, parce qu'ils ont fait aussi la pépite, ils en ont profité. Il n'y a pas Mécano, tout ça, on a eu. Il n'y avait pas que le Bayern Munich dessus aussi. Et les Allemands sont très. T'inquiète pas, ils ont un tour d'avance sur les Français. Et les étrangers, de toute façon, les étrangers, ils viennent se servir ici parce que on a une super formation. Ben oui. Mais il y a qu'en France qu'on voit pas que. Est-ce qu'on peut faire la comparaison entre, par exemple, on a vu que pendant un temps, le FC Barcelone faisait monter ses jeunes, donc c'est un grand club. Il donnait du temps de jeu à ces jeunes, mais pourquoi le Paris Saint-Germain n'arrive pas à reproduire la même chose? Valentin, juste une chose, Juan José, je comprends ce que tu veux dire, mais par exemple, là, on parle de la politique du PSG avec les jeunes. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que Kouassi, il a eu sa chance quand même, il a quand même joué 15 matchs. Aouchiche, je comprends plus le départ d'Aouchiche que le départ de Kouassi. Après, c'est 3 matchs, pour rappeler, cette saison. Ouais, mais Kouassi, il a joué peut-être entre 10 et 15 matchs, c'est quand même beaucoup, et il n'a pas joué dans des matchs de peintre. C'est pour ça. Après, non, je comprends, Juan José, quand tu dis que il va au Bayern, c'est vrai que le temps qu'il se structure, il a que 17 ans, en vrai, il n'est pas fait pour être mis en lumière tout de suite, il y a de la concurrence, il va apprendre. Mais pour moi, quand on parle de politique du PSG avec les jeunes, si Kouassi l'a joué, c'est peut-être pas pour moi le bon exemple à prendre par rapport à tous les cas qu'il y a pu avoir. Après, il y a le discours aussi, peut-être. Il y a peut-être le discours aussi. Oui, qu'est-ce que tu lui as dit, ouais. Voilà ça, la séduction aussi, parce que, bon, moi, je travaille beaucoup avec les Français. Parfois, même quand ils t'invitent, ils te donnent même pas un café. Même pas un café. Donc, à un moment donné, le problème qu'il y a aussi, c'est que les étrangers, ils savent te recevoir. Ils savent faire une séduction, mettre bien l'entourage. Donc, ils savent y faire. Quand ils veulent vraiment quelqu'un, même par rapport aux financiers, ils savent comment y faire. Donc, peut-être que aussi, il a senti vraiment une envie et qu'il n'a pas trouvé. Ça, ouais, où il était, ouais. Du coup, une dernière chose, Juan José, tu voulais rebondir dessus? Oui, tout à fait, parce que tu as raison quand tu compares la politique du FC Barcelone et celle du PSG. Pourquoi le PSG n'est pas capable de faire ce que fait Barcelone? Le PSG fait la même chose que fait le FC Barcelone. Je m'explique. Quand tu as du centre de formation, tout un groupe qui arrive en première équipe, comme ça s'est passé du côté de Barcelone, avec Messi, avec Busquets, avec Xavi, avec Iniesta, tout d'un coup, sur 4 ans, tu mets en première équipe 6 joueurs qui arrivent en première équipe et qui font bloc. Et pratiquement, ils partent tous en même temps. Hein. Alors, le problème de Barcelone aujourd'hui, c'est celui du PSG. C'est-à-dire qu'une fois, tu es tellement haut qu'il n'y a plus de place pour les jeunes. Parce que tu ne peux pas te permettre de mettre des jeunes et essayer avec eux. Parce que tu es à tel niveau qu'il te faut des joueurs confirmés. Faire monter Riqui Puig, comme est en train de jouer à Barcelone, Riqui Puig aurait pu partir depuis longtemps. Il a décidé de rester. Il commence à avoir des minutes maintenant. Mais il aurait pu partir depuis longtemps et jouer dans d'autres clubs en Espagne ou ailleurs. C'est le cas d'Ansu Fati. Ansu Fati, c'est un peu particulier. La saison, il a fallu le faire monter en première équipe très rapidement parce que sinon il s'en allait vraiment. Donc le problème aujourd'hui du PSG, c'est qu'il est arrivé à un tel niveau qu'il ne peut pas non plus
essayer avec des joueurs, voir si ça marche. Il faut que tu arrives avec des joueurs confirmés. Après, ils ne confirment pas les joueurs confirmés, entre guillemets, hein, parce qu'ils arrivent et ils repartent. Mais tu ne peux pas jouer à ça. Donc, le PSG et Barcelone ont le même problème aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que, comme il le disait, on a un gros vivier. Et normalement, au lieu d'aller chercher ailleurs, tu dois sortir en Île-de-France. Mbappé, quoi qu'on en dise, etc., c'est un petit bondi. Il doit sortir du PSG. Si je grossis un peu le truc, c'est lui qui doit sortir de là, comme plein de joueurs. Il connaît, il est pas resté. Zagadou, il est pas resté. Dembélé, c'est des mecs qui ont fait une carrière. Exactement. Et les amener au fur et à mesure, ça aurait pu être bon. Là, à l'heure actuelle, il y a qui? Kipembe, Dagba. C'est très pauvre parce que c'est même pas c'est des bons joueurs, mais c'est pas des top joueurs. Tu te dis pas, on va miser sur eux pour la suite. Donc c'est compliqué, mais pour moi, on jauge pas assez bien nos talents en France. Et après, comme il a dit Juan José, si c'est bloqué, t'as envie de partir. Il y a une autre solution que les clubs commencent à faire. C'est le cas des Séville, on en va parler. Mais c'est-à-dire, quand tu as des joueurs comme ça, qui vont passer dans l'équipe pro, tu fais un premier contrat pro, tu négocies avec eux pour les envoyer prêter dans d'autres clubs que tu récupères 2 ans après ou 3 ans après. Mais ce n'est pas le cas du PSG qui ne souhaite pas le faire. Mais non, mais ce n'est pas le cas du PSG, c'est le cas de Barcelone, hein, parce que la Massy, il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de partir. On a bien parlé sur le sujet, mais c'était un très beau sujet et n'hésitez pas à réagir sur la politique du Paris Saint-Germain concernant ces jeunes, comme Walid a pu le dire. On va marquer une très courte pause et puis on reviendra avec Sergio Ramos qui a marqué son 10e but en championnat. À tout de suite. Chers téléspectateurs, Kabweb TV est la chaîne qui vous parlera et vous donnera toutes les infos en politique, économie, société et culture. Donc restez bien branchés sur Kabweb TV. Sur Kabweb TV, dans notre duo politique, nous ne sommes pas 2, nous ne sommes pas 3, nous sommes 4. Est-ce que le vote de la loi sur le projet de loi concernant la retraite, est-ce que c'est une trahison de la démocratie, une trahison de la Constitution? Problématique, c'est le contexte dans lequel il est utilisé. Parce que les gens vont voir là une espèce de porte ouverte pour pouvoir continuer à contester massivement, sachant que... Alors, finalement, moi je trouve que ce pouvoir sur la réforme des retraites, il a fait ce qu'il fait de mieux, il est passé en force. On est toujours sur Inside Foot le live et on va reprendre cette émission avec un sujet qui va tenir à cœur Juan José, Sergio Ramos, qui a inscrit son 10e but en Liga. C'est quasiment du jamais vu pour un défenseur, hein Walid? Oui, mais Sergio Ramos, faut le rappeler que quand même c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il a marqué des buts décisifs dans sa carrière. En fait, Sergio Ramos, au-delà d'être actuellement c'est le meilleur défenseur, c'est ça? Ouais, essayez de réagir si Sergio Ramos peut être considéré comme le meilleur défenseur. C'est le meilleur défenseur pour toi? Pour moi, t'en vois d'autres. Virgil van Dijk. Mais après, c'est pas la même génération. Du coup, on va te couper la parole parce que Virgil van Dijk n'est pas meilleur que Sergio Ramos, mais on t'en veut pas. Surtout que là, on parle de la Liga précisément. Et on parle de Virgil van Dijk qui est arrivé il y a 2 ans. Donc Juan José, qu'est-ce que t'en penses de Sergio Ramos? Doit-il être considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire de la Liga? Alors, 867 matchs dans sa carrière, 120 buts. C'est le défenseur, c'est le joueur espagnol qui a le plus joué avec l'équipe d'Espagne, 170 sélections, plus que Iker Casillas, plus que Xavi, plus que Busquets. C'est lui qui a le plus de sélections aujourd'hui en Espagne. Et il faut juste... j'ai commencé à regarder, je me suis dit, je vais me rappeler quels sont les trophées qu'il a remportés en tant que défenseur central de Madrid et d'Espagne. Juste un mondial. 4 mondiales des clubs, 4 Champions League, 4 Ligas, du Roi, je m'arrête là. Donc en fait, il y a un palmarès incommensurable. C'est quelqu'un qui a surtout un caractère. C'est le chef du vestiaire. Est-ce qu'on peut marquer son statut par le fait que c'est la longévité en fait qui marque? Non, il y a plus que la longévité. Il y a un caractère parce que pour être un grand joueur comme ça, il y a un homme derrière, c'est sûr. Tu peux pas être un grand joueur et avoir pas de caractère, comme il dit. Il a un caractère, c'est un mec fidèle à son club, c'est un mec, puis c'est le défenseur moderne, tu vois, il marque des buts, il est malin,
Moi j'adore ce joueur. C'est un monument, on peut dire que c'est un monument à Madrid. Ouais. En Espagne. En fait, par rapport à Sergio Ramos, c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts, c'est vrai qu'il a un caractère fort. Après, dans le poste pur de défenseur, c'est vrai qu'il a commencé latéral, il est revenu un peu dans l'axe. C'est pas celui forcément qui a la meilleure technique pour défendre, etc. C'est vrai que on a vu beaucoup de fois, il peut se faire dribbler. Bon, ça c'était un peu plus à l'époque. Après, il a pris un peu plus de vis, mais dans sa longévité, dans tout ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est le meilleur. Après, un défenseur qui se fait dribbler, ça arrive. Pas comme la légende du défenseur de Liverpool, où soi-disant il s'est pas fait dribbler pendant longtemps. Tu vas te calmer un peu. Excusez-moi, monsieur Dormana, je suis en train de parler. Merci. C'est vrai, c'est pas fait passer. C'est pas fait passer en Ligue Non, des mais par Champions. rapport à Ramos, voilà. C'est peut-être pas le meilleur défenseur en technique Parce que là, on parle de lui offensivement, Voilà, mais est-ce que défensivement, il est irréprochable? Je pense pas, parce que c'est vrai qu'il prend. Il est très fort, mais c'est vrai qu'il prend beaucoup de cartons, etc. Mais il est intelligent, mais offensivement, il a une patte incroyable, parce que on parle des buts qu'il met, mais quand il envoie des changements de balle, la balle elle est tendue, il t'envoie ça. C'est franchement, il pourrait jouer plus haut dans le système du Real Madrid ou même en Espagne. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent et, comme on a dit, un meneur d'hommes, parce qu'il laisse jamais tomber son équipe, et c'est le premier à rallumer le flambeau s'il y a un problème. Mais en tout cas, pour moi, ça fait aucun doute qu'il restera dans l'histoire, et même pas que de la Liga et mondialement. Donc on reviendra sur la question, du coup, est-ce que Sergio Ramos doit être considéré comme le meilleur défenseur de l'histoire de la Liga? Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison, même si c'est pas le même type de profil, avec Carles Puyol, qui est quand même un monument en Liga? Oui, mais tu fais la comparaison et tu vois que Carles Puyol ne marque pas autant de buts que marque Sergio Ramos. On pourrait comparer avec Gérard Piqué, parce que a priori c'était l'axe de la défense espagnole en équipe d'Espagne. Mais quand tu les compares, tu vois qu'effectivement Ramos est vraiment supérieur à Piqué. Alors, comme tout défenseur, comme tout attaquant, forcément il y a des ratés. Surtout avec un mec qui est en première division depuis 2004. Hein. Il faut juste, et je disais, c'est un caractère fort dans le vestiaire et sur le terrain. Les joueurs comptent sur lui. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mendy, qui joue donc sur le latéral gauche, qui parle pas encore espagnol, mais il s'est fait engueuler par Sergio Ramos, et il apprécie. Mais au-delà de ça, Sergio Ramos, et c'est lui qui a dit non à Mourinho. À Mourinho, qui a fait partir par exemple Casillas, qui a réussi à faire partir Casillas, mais il n'a pas réussi à faire partir Sergio Ramos. Donc le caractère c'est bien sur le terrain et sur le vestiaire, mais quand tu le compares avec d'autres défenseurs, et on ne compte pas le fait qu'il soit là depuis 2004, on voit parfaitement que c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur aujourd'hui, défenseur central qui existait dans le monde. Alors tu peux parler des Van Dijk et tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas ni les chiffres, ni le palmarès, ni rien du tout. Conclut sur le sujet et on va partir sur autre chose. Il a été reconverti en défenseur central. Mais très tôt. C'est encore pire ça, parce que c'est-à-dire qu'il a dû apprendre à se réaxer, et du coup à élever son niveau et à être meilleur dans toute sa carrière. C'était assez tôt dans sa carrière finalement. C'est assez tôt, mais attention, quand tu as été formé, parce qu'il a quand même commencé en pro à ce poste-là, c'est pas il est passé de jeune à pro à ce poste-là, donc pour moi c'est pas encore plus beau, mais il a eu un travail à faire dans le domaine professionnel à ce poste-là qui est assez important, et je trouve que c'est remarquable ce qu'il fait, parce qu'il a pas baissé de pied. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'il soit latéral droit et donc un poste offensif qui l'est formé dans le fait que voilà, il était performant face il a la grinta, et puis il y a ça aussi, et puis c'est vrai que tactiquement il a toujours bossé, parce que repasser dans l'axe après c'est autre chose. Exactement. Donc après je pense que ça l'a amené à être offensif. Après je te dis, c'est un défenseur moderne pour moi. C'est un mec moi que j'apprécie avoir joué. Il a cette grinta qui fait, il emmène les gens avec lui. C'est un taulier, hein. Faut dire, c'est un taulier pour moi. C'est un leader. Ouais. Donc n'oubliez pas de réagir sur ce sujet. On va passer sur le Bayern Munich qui s'est imposé face au Leverkusen en finale de Coupe d'Allemagne. Donc on va se servir de ce match pour savoir si le Bayern Munich sera intouchable l'année prochaine, puisqu'on voit que le roi Sané est arrivé. Et est-ce que ils peuvent continuer à s'imposer comme ça en Bundesliga, puisque voilà, le championnat coupe tous les ans, est-ce que ça peut durer longtemps? Et oui, et vous aussi réagissez si vous pensez que le Bayern ne peut plus se renouveler, ou si ils sont vraiment au top de leur forme, dites-nous tout, on en débat, faites-vous plaisir. Donc voilà, est-ce que le Bayern Munich, Abdel, s'annonce comme une des équipes les plus féroces de l'année prochaine? Mais déjà c'est pas fini, parce qu'il y a la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça, déjà. Et c'est quoi, 3-4-0 ils ont mis à Chelsea? 3-0. C'était trop facile.
Je pense que le Bayern, là... Bon, moi, je suis porteur du PSG, mais je pense que c'est un adversaire qui sur peut... le plateau, non, mais vraiment, je pense que c'est un adversaire très dur à manœuvrer. En fait, ils ont repris le train en marche comme si c'était jamais arrêté en Bundesliga. Bon, tu connais, ils prennent 1, 2 buts, mais la machine, elle est tellement incroyable. C'est un rouleau compresseur. Et surtout, l'effectif. Je pense que c'est un des effectifs les plus complets, parce que dès qu'ils sortent un joueur, il y en a un qui rentre, tu vois pas la différence, c'est le même jeu. Et je trouve que franchement, sans parler de l'année prochaine, déjà s'ils finissent la saison, ils ont une chance de gagner la LDC. Et pour l'année prochaine, je pense que comme d'habitude, ça va pas changer. En plus, tu viens de le dire, ils ont recruté Leroy Sané. Il y a des joueurs comme Hernandez qui vont revenir un petit peu en forme. Après, il y a peut-être Thiago Alcantara qui va partir, qui est quand même un taulier. Mais derrière, tu as Leon Goretzka, tu as des joueurs comme ça. Donc ça va pas être choquant. Je pense que eux, en termes de longévité et de travail, tu les places toujours dans le top 3 mondial des clubs qui peuvent arriver à faire quelque chose en Europe. Et dans leur championnat, c'est une telle facilité. Ils n'ont pas d'adversité, mais ils essayent quand même et ils écrasent tout sur leur passage. Donc Franck, t'en avais parlé du Bayern Munich. Il a tout dit. Ouais, c'est ça. C'est qu'il parle beaucoup aussi, Abdelin. Non, mais il a devrait sortir le petit carton en temps en temps, mais... Laisse-le parler. Mais Franck, je te relance sur autre chose, comme t'avais parlé du Bayern Munich, qui était impressionnant, tout ça. Comment on peut parler de l'institution Bayern Munich? Ça part du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que c'est un club, c'est les Allemands. Après, c'est une mentalité. C'est une mentalité que malheureusement, je pense qu'ici, on n'a pas, c'est tout en France. Donc ils ont toujours un coup d'avance. Ouais, ils ont un coup d'avance, et puis voilà, il y a un respect. Il y a un respect aussi du club. Je pense que les joueurs même formés là-bas, ils ont ce respect du maillot, ce respect de club, que je pense qu'ici en France, on a un peu perdu tout ça. Alors, après, bon, je sais qu'il y a un Français qui travaille dans le recrutement là-bas, mais il faut toujours des bons coups. Comme il dit, c'est un top 3 pour moi, ça. C'est une machine. Il n'y a jamais d'histoire, c'est toujours carré. Il faut juste se rappeler, c'est quand même la 8e Bundesliga d'affilée qu'il gagne. C'est énorme. Ça. Et il enchaîne avec la Coupe d'Allemagne. Et aujourd'hui, avec le PSG, mais je mets entre parenthèses, c'est le seul club en Europe qui est capable de faire le triplé. Aujourd'hui. Qui est capable encore de gagner la Champions League. Et moi, depuis le début, depuis la phase des groupes, et avoir vu le Bayern, pour moi, c'est les grands favoris de cette Champions League. Ils sont les grands favoris, c'est le Bayern de Munich. Alors, j'ai un doute maintenant, c'est que le championnat allemand est terminé. Et il y a 5 semaines d'arrêt avant la reprise de la Champions League. Donc, comment ils vont supporter cette manque de matchs officiels, d'autant plus que les autres championnats, sauf la France, continuent. Donc, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre sont encore en train de jouer. Qu'en France. Mais après avoir vu ce qui s'est passé pendant le confinement, donc ils sont revenus, et ils ont tout massacré sur leur chemin, j'ai aucun doute. Quand même, un chiffre intéressant, c'est que la dernière défaite, c'était le 7 décembre de l'année dernière. Ils ont enchaîné 26 matchs avec 25 victoires et un match nul. Donc aujourd'hui, ils ont gagné la Coupe d'Allemagne. Au passage, Lewandowski a encore mis 2 buts. On en a parlé dans cette émission il y a une semaine. Donc, qu'en quoi, effectivement, le banc de touche, et parce qu'il est le banc de touche, est complet du côté de Bayern de Munich. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une machine de guerre qui est capable de tout écraser sur leur passage. À signaler, et Franck a raison, c'est un club qui est très structuré, très sérieux, mais un club qui a su, avec les années Guardiola, changer son système de jeu. Et ils ont tout intégré très rapidement. Ils ont tout intégré très rapidement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la meilleure équipe. Mais qui pour les concurrencer aujourd'hui en Bundesliga? Il n'y a personne. Dortmund est à 13 points, je crois. Ils ont terminé à 12-13 points. Mais ils ont terminé à 12-13 points derrière. Les 2-3 dernières années, on a pu que Dortmund avait ses chances, on va dire, mais Bayern Munich a toujours. Sa chance, c'est quand ils sont arrivés en finale avec le Bayern. Et ils ont été battus par le Bayern. Quand le Bayern est moins bien et qu'ils n'ont pas la tête, tu sais très bien qu'ils vont revenir après, comme il a dit Juan José. C'est vrai qu'il y a une pause de 5 semaines. Pratiquement 5 semaines, oui. La chance qu'ils ont, c'est quand même d'avoir gagné 3-0 à l'aller, donc d'avoir un petit matelas. Donc peut-être de reprendre. Après, je sais pas contre qui ils vont jouer leurs matchs amicaux et tout. C'est compliqué parce que il y a des équipes qui ont plus rien à jouer, plus rien à faire. Donc je pense qu'ils vont envoyer leurs joueurs en vacances. Donc il faut voir les oppositions qu'ils vont avoir. Mais je pense que c'est une question de rythme. Et après, quand tu es conditionné dans la tête et que tu as un objectif, surtout que ça fait un moment que le Bayern n'a pas gagné, je crois, depuis 2013, je crois, ou 2012, tu as envie d'aller la chercher. En plus, ils ont un effectif, comme j'ai dit tout à l'heure, incroyable. Et ils sont bien partis pour
pour aller remporter cette Ligue des Champions, même s'il ne faut pas être trop pressé. Alors, d'accord ou pas avec Juan José ou Abdel, même si je sais que vous n'êtes pas d'accord avec Abdel, n'hésitez pas T'as quelque chose contre moi. T'as une dent contre moi. Donc pour le Bayern Munich, est-ce qu'on peut voir le Bayern Munich comme favori de la Ligue des Champions, comme Juan José l'a dit, et est-ce que ça peut être une des équipes les plus impressionnantes l'année prochaine? N'oubliez pas de réagir, et puis Walid se fera plaisir de répondre à ces commentaires. Exactement. On se tourne vers la Liga avec Antoine Griezmann qui s'est enfin réveillé. Comment expliquer cette prise de conscience, Walid? Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense qu'il en a eu marre et il s'est dit on va tenter le tout pour le tout. Il a marqué ce but magnifique et voilà. Il y a un truc que je veux savoir, Franck, comment un joueur comme Griezmann en difficulté ces dernières semaines peut tenter un geste comme il a tenté? Parce qu'il fallait qu'il retrouve de la confiance. Il s'est dit c'est le moment de tenter, c'est tout. À un moment donné, puis un attaquant, tu sais, quand il n'y a pas de confiance, puis il joue dans une équipe où bon, là, il y a Messi, il a du mal à trouver peut-être sa place. Je pense qu'à un moment donné, il s'est dit bon, mort pour mort, faut que je tente quelque chose quand même. Donc là, il l'a tenté, ça a réussi. Après, je pense que ça va relancer la machine, je pense. Hein. C'est mental aussi, hein, c'est beaucoup mental. Hein. Dans une équipe comme ça, c'est mental. Hein. Est-ce que ce qui s'est passé face à Villarreal hier, est-ce que c'est significatif pour la suite pour Griezmann ou c'est juste anecdotique? Ça montre qu'on est quand même bien en France parce que dans le sens où on veut trouver à chaque fois, vu que c'est Griezmann, on veut trouver quelque chose. Pour moi, il faut pas oublier que ça fait 9 matchs, il n'avait pas marqué. 9 matchs, c'est quand même très long. C'est incroyable. Après, c'est un bon joueur. Moi, j'ai pas de souci sur ça, mais j'ai un problème avec à chaque fois on essaye de le défendre. À un moment donné, comme il a dit Franck, si t'as plus de confiance, t'es pas au niveau, ça arrive. Faut arrêter de trouver des choses à côté, etc. Après, il a montré du caractère. Peut-être que cette passe, peut-être que ce tir, il l'aurait pas fait tout simplement. Il aurait rejoué avec un autre camarade, etc. Là, il l'a tenté. C'est bénéfique pour lui, en espérant que ça le fasse relancer. Mais faut pas tout de suite lui ouvrir les portes, les étoiles autour de lui. C'est un piqué. Messi, il l'a fait l'année dernière. Voilà, c'est un but qui arrive. Mais ce manque de confiance qu'il avait, le but d'hier, ça peut l'aider à ressortir un peu son caractère, son jeu. Mais faut pas non plus s'enflammer. Après, on lui souhaite de retrouver le niveau qu'il avait avant parce que c'est un très grand joueur. Mais faut pas s'enflammer en tout cas. C'est très particulier parce qu'il s'est pas réveillé hier. Je crois qu'il est encore un tout petit peu endormi. Le match est pas fou. Ce n'est pas parce que le Barça a fait c'est pas parce que le Barça a fait un très grand match que le Barça s'est réveillé de façon générale. Non, pas du tout. Et encore moins Griezmann. Il faut juste regarder les chiffres. Il n'a mis que 9 buts en Liga cette saison. 9 buts. Il est très loin des Suarez, il est très loin des Messi. Je regardais les matchs qu'il a joué et en fait, il n'a été titulaire que 15 fois. Sur l'ensemble des matchs, il a joué beaucoup plus que ça, mais il a été titulaire que 15 fois. Est-ce que après, depuis ça peut pas se justifier sur le fait qu'on ne donne pas assez sa chance ou même comment ça on lui donne pas sa chance? Après, on peut toujours dire que c'est la faute à Messi parce que tout est faute à Messi. Quand on gagne, c'est grâce à lui. Quand on perd, c'est grâce à lui. Non, mais tout n'est pas la faute à Messi. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la passe décisive. Et s'il fallait parler de quelqu'un aujourd'hui de ce match, c'est de Messi qui a réussi à battre le record de Xavi au nombre de passes décisives en Liga. C'est Messi qui va être à nouveau soulier d'or du championnat espagnol, le Pichichi. Non, Griezmann a mis un superbe but, d'accord, mais il n'est pas du tout sorti d'affaire et il n'est pas clair que le Barça, qui est déjà 4 points derrière le Real, soit capable de façon collective de s'en sortir. Je crois que il s'est trompé de casting, tu vas dire ça, Franck? Bien évidemment qu'il s'est trompé de casting. Je parlais à Franck. De toute façon, il y a eu un changement hier important, c'est que Quique Setien a joué en 4-4-2, ce qu'il ne faisait pas depuis longtemps. Et le 4-4-2 avec Messi derrière, Suarez et Griezmann, ça a marché. Messi qui a bien fait les choses, parce qu'il a donné une passe décisive à Suarez et une passe décisive à Griezmann. Donc, l'homme de match, c'est plutôt Messi. Griezmann, allez, est-ce qu'il faut changer attends voir, 4 matchs encore. Il faut changer de coach ou de manière de jouer pour que Griezmann s'impose définitivement. Non, s'il vous plaît. Non, mais on va pas changer pour Griezmann. Ça fait. Donc en fait, il doit partir. Alors, en fait, ça fait combien de temps que le Barça joue en 4-3-3? En fait, là, c'est parce que c'est Griezmann, c'est choquant, mais quand c'était Coutinho, ça posait pas de problème. Quand c'était Arda Turan, ça posait pas de problème. Et là, quand on regarde, c'est Griezmann, faut changer. Il joue en 4-2-3-1 ou en losange, si tu préfères, quand il est en équipe de France, quand il joue à l'Atlético. Là, il arrive dans un truc, c'est pas la star du tout. Personne ne va changer pour lui, que ce soit le coach ou même les joueurs. Ça changera pas, tu peux pas dire ça. C'est pas encore il a pas encore
atteint le niveau d'un Ronaldo ou d'un Messi pour C'est avoir un manque d'adaptation au Oui, système. mais- Non, mais le système tactique n'est pas le bon non plus. Ouais, le système Lui, il a tactique, besoin, exactement. comme hier, d'un 4-4-2 où il a Voilà. Duchamp Atletico, devant lui. Atletico, Lui aussi, c'est pas il est bon. Messi libre derrière aussi, ouais. peut repartir le jeu. Mais là, quand on joue en Tu vois, encore une trois fois, attaquants, c'est casting. extrêmement compliqué pour lui. Extrêmement Encore une fois, je te dis, compliqué. le casting, à un moment donné, tu vas au Barça, tu sais comment ça se passe, tu sais comment, enfin, tu sais pas, quand tu fais quand tu vois le joueur là-bas, tu sais comment, dans quel système tu vas jouer, tu sais tu le sais, toi, sans tout ça. Ouais, mais- Il l'a pas découvert que maintenant. Exactement. Selon toi, Franck, son dernier but, il remonte à quand? À Griezmann? Oh, je sais pas, franchement, j'ai aucune idée. Un mois comme ça, Juan Ouais, José février. Oui. Le 15. C'est bien ça. Contre qui? Je sais pas, une Ah ouais, vieille c'est équipe bien. Rétafé, non? Oh, il sait. Il a bien bossé. Il a bien bossé, lui. Hein, mon grand? Mais Tu là, lui as c'est pas l'anniversaire. filé, hein. C'est Tu lui as pas l'anniversaire de filé qui les réponses aujourd'hui? quand même, hein. Tu lui as pas filé les réponses. Non, j'ai regardé non, hier, non, je me suis renseigné. Ah, Non, mais par rapport à Griezmann, parce que le but est beau, ça comme on a non, dit, sur ça, ça, y a pas de. c'est un éclair de génie, mais dans le match, même comme il a dit Juan José, globalement, le Barça a pas été exceptionnel, mais lui non plus, tu vois, ça, c'est pas comme C'est s'il avait fait anecdotique. il avait donné une bonne partition et que ça, c'était la petite touche finale. Mais bon, ça va lui permettre de reprendre de la confiance. Et comme on l'a dit, à un moment donné, faut affirmer son caractère. Faut pas que ton père, ton frère, ils viennent parler à ta place. C'est sur le terrain que tu t'imposes Oui, mais il et que était- tu sors ce que t'as là. N'oublions pas qu'il était quand Thomas. même, les 2 derniers matchs, il était remplaçant. Et l'humiliation, parce que c'est une humiliation. Les 4 minutes Tu l'as contre fait, l'Atlético. tu fais rentrer pour jouer 1 minute. Ah oui. Quand tu l'as fait 4 ballons perdus en chauffer là géométrie. sur le côté pendant 30, c'est quand même humiliant. Il a fait Alors le là, point. il est Alors, ou c'est pour titulaire. le piquer, ou c'est pour. Même peut-être, Simeone tu était vois. choqué. Hein. Bah, je crois que de toute Non, façon, si, Sétienne mais- n'est plus, Enfin, moi, n'est je plus sais qu'on aimé. m'a déjà piqué comme ça, mais après, je prenais le problème à l'envers. Mais est-ce que lui piqué, est-ce que c'est pour vraiment le mettre vraiment plus bactère Je sais pas. Je sais pas De toute façon, la il célébration. est arrivé. La première faute de Griezmann, c'est qu'il est arrivé une année trop tard. Voilà. Il aurait fallu partir avant. Il a fait un film avec la prod, la boîte de prod de Piqué. Il a tenu tout le pays en haleine, tout le pays, pas que la Catalogne en haleine, pour dire à la fin, eh ben non, mais je reste à l'Atlético Madrid. Ouais. Et là, ça fait vraiment du mal au vestiaire. Et donc, son arrivée qui coïncide avec le départ de Neymar qui était aimé du côté du vestiaire, des côtés de Messi, des côtés de Suarez, bien évidemment, ils ne veulent pas. Déjà, l'humiliation qu'ils ont ressentie pour certains de la décision de Griezmann de ne pas venir quand il fallait venir. Et là, maintenant, il arrive et il ne donne pas tout ce qu'il sait faire, parce qu'on sait qu'il vaut beaucoup plus que ça. Après, il y a la situation très particulière du Barça cette année, parce que Valverde a été viré, parce que Sétienne n'arrive pas à s'imposer, parce que Messi n'est pas content, parce que Suarez a été blessé, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Donc, c'est une situation assez compliquée. Mais le premier problème, c'est qu'il est arrivé une année trop tard. Il a voulu jouer les stars, et ça lui passe la facture maintenant. Il faut payer l'addition. La célébration aussi, elle est symbolique quand même. On dit toujours que Messi, il y a problème avec Griezmann, mais peut-être que c'était une réponse. Non, mais La t'imagines Messi, s'il la marque un but fois et il va avec- pas voir à non. Messi? Après, T'imagines qu'est-ce qu'on aurait dit, nous, les journalistes? Tout le monde attendait cette célébration. Vous pour voyez, Messi et Griezmann. il n'est pas allé voir ah là Messi. là, la politique, quoi. En fait, la c'est Messi qui fait politique. tout. En fait, c'est Messi. C'est Messi le président, c'est Messi le. Oui, bah oui. Comme d'habitude, hein, On a- depuis un moment donné. On a assez parlé du cas Griezmann et réagissez vous aussi pour nous dire si Griezmann c'est un retour définitif aux belles performances ou Le c'est juste réveil. anecdotique. Coup d'éclat. Si vous pensez qu'il s'est réveillé, dites-nous tout. On revient sur du coup les vidéos du FC Séville avec Julien Escudé qu'on vous a fait passer la semaine dernière et on va laisser parler Juan José de ces vidéos. Oui, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, mercredi dernier, dans le live, on vous a proposé une vidéo qui a été tournée par le Séville FC. Donc, le Séville FC qui s'est dit, comme en France, on ne joue pas, nous, on va jouer pour la France. Et ils ont fait une vidéo qu'on vous a proposée la semaine dernière encore, avec des joueurs comme Kanouté, comme Julien Escudé, comme Lucas Ocampos, comme Krikowiak, le Polonais, qui est passé par la France avant de rejoindre le FC Séville. Et puis, on a profité donc de cette vidéo pour parler avec Julien Escudé qui est arrivé en tant que joueur en 2005 du côté du FC Séville, qui a gagné avec le FC Séville sa première Europa League, des 5 qui ont été remportés par nos amis sévillans. Et donc, on lui a posé 3 questions à Julien Escudé. Et la première question était évidemment, pourquoi cette vidéo en faveur de la Ligue 1? Pourquoi? Et voilà ce qu'il nous répond.
il est muet, notre ami. Il est muet, notre ami. C'est Julien Escudé. Donc, on lui a posé 3 questions. Je pense qu'on mettra la 12e. Mais bon, pour sa première question. Il va répondre à la première. Il nous a dit la même réponse à chaque fois. Voilà, non, mais ce qu'il nous a dit dans cette vidéo qu'il nous a envoyée pour cette première question, c'est qu'effectivement, le FC Séville, qui est allé chercher beaucoup de ses joueurs en Ligue 1, et donc le premier était Kanouté. Par la suite, c'était Julien Escudé, mais il y a Esquilachi, il y a Nsansi, hein, vous vous rappelez, il y a même Adil Rami qui est passé par Séville. Donc, il nous a dit, voilà, on avait envie de dire aux Français et à la Ligue 1 que nous aussi, on pense à eux quand on joue nos matchs en championnat espagnol. Et puis, on lui a posé une deuxième question, justement, à la suite de cette première, on lui a dit, mais alors, c'est quoi cette histoire d'amour avec la France? Pourquoi avoir un œil depuis 2005 en permanence sur ce qui se passe en championnat français, en Ligue 1? Et voilà, cette fois-ci, ce qu'il nous a répondu. C'est vrai qu'également, on parlait d'histoire d'amour entre la France et le FC Séville. Je crois que depuis 2006, lorsque Frédéric Kanouté, franco-malien, puis moi, en provenance de l'Ajax, nous sommes arrivés en Espagne et à Séville. C'était l'année où la première année du titre, on va dire, la première Europa League. Ensuite, il y a eu d'autres et on les connaît toutes. Et à chaque fois, je crois que Monchi, le directeur sportif, a su trouver dans les joueurs français ou francophones ou même qui ont joué dans le championnat de France, des arguments où ils ont pu s'exprimer à Séville, progresser, faire progresser le club, donner des titres au club et ensuite pouvoir aussi rebondir. On pense notamment à Jérémy Langlais, Kondogbia, il y a eu plein de joueurs comme ça qui ont su exploser, Yacine Ben Yedder. Donc c'est toujours intéressant et puis c'est une belle image, un beau tremplin pour les joueurs français ou qui pensent à l'Espagne. C'est vrai que pour Monchi, à chaque fois, ce contexte qui englobe un petit peu l'aspect tactique, physique et aussi technique qu'a le championnat de France, ses spécificités font que aussi il y a une intégration qui est intéressante pour un club comme Séville. Donc c'est un championnat qui est très suivi depuis l'Andalousie. Et puis donc on a posé une troisième question à Julien Escudé après nous avoir expliqué pourquoi ce regard bienveillant sur la Ligue 1. On lui a demandé sur ses nouvelles fonctions au FC Séville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est arrivé en 2005 à Séville. Il l'a quitté pour aller après 5 ans pour aller jouer. Il venait de l'Ajax pour aller jouer au Besiktas. Et puis il est revenu. Il est revenu avec Monchi. Vous savez, le directeur sportif de Séville qui était parti en Italie, à la Roma, où ça s'est pas très bien passé. Il est retourné du côté de Séville et là, il a appelé Julien Escudé, il a appelé un autre ancien de Séville, c'est Navarro, qui ont intégré le staff technique. Et Julien Escudé a intégré le staff technique avec une mission très concrète, celle de suivre les joueurs prêtés par le FC Séville. Aujourd'hui, le FC Séville prête 11 joueurs dans différents championnats. En France, il y a Sergio Rico qui est au PSG, mais il y a Gnagnon qui est au Stade Rennais aussi, et puis il y a notre Français Corchia par exemple qui est à l'Espagnol de Barcelone, mais il y a aussi des joueurs de FC Séville qui sont du côté de l'Italie et du côté de l'Angleterre en première ligue. Et donc on lui a demandé c'est quoi ce poste de loan manager qui lui a été proposé et qui est pratiquement inconnu dans le football européen, sauf pour les Anglais qui depuis quelques années l'ont installé aussi. Alors voilà ce qu'il nous dit sur son nouveau rôle du côté du FC Séville. Et puis pour finir, par rapport à mon poste de loan manager, depuis le mois de novembre, voilà, j'ai réintégré le club du FC Séville en charge de tous les joueurs prêtés par le club, à savoir actuellement 11 joueurs sous contrat, qui sont prêtés, on va dire, en Espagne, en Italie, en Angleterre, même en France, par exemple, le cas de Sergio Rico au Paris Saint-Germain, Joris Gnagnon aussi à Rennes. C'est des joueurs qui sont suivis. Donc mon rôle à moi est de créer du lien avec ces joueurs-là, de leur montrer l'importance qu'ils ont encore pour nous, même s'ils ne jouent pas pour nous, mais ils sont sous contrat au FC Séville, leur apporter un petit peu mon expérience de carrière pendant 25 ans au plus haut niveau, donc faire du suivi de leurs matchs, des rapports vis-à-vis de Séville, et puis essayer de voir
petits manques qu'ils peuvent avoir pour pouvoir peut-être réintégrer l'équipe première l'année prochaine. Donc c'est ces petites choses, ce lien-là, cette relation, ce quotidien, voir les matchs. Également, je me déplace et je vais les voir hors contexte compétition, pendant leurs séances d'entraînement, pendant leur après-midi, lorsqu'ils sont avec leur famille. C'est créer vraiment un lien fort en se disant qu'ils appartiennent toujours au FC Séville, qu'ils comptent toujours au FC Séville et qu'il y a une personne qui est en charge d'eux pour quoi que ce soit. Donc je trouve le poste nouveau, parce que le football dans son ensemble a évolué, il y a de plus en plus de joueurs prêtés, c'est des joueurs à fort potentiel, qui ont aussi une valeur marchande très importante, qui ont des salaires aussi très élevés, et donc il faut savoir en prendre soin, savoir les suivre, les protéger, savoir que c'est des joueurs aussi qui ont leur intérêt, s'ils ont déjà signé à Séville auparavant et qui sont sous contrat à Séville, c'est qu'ils sont intéressants pour nous, et donc on veut toujours garder un œil aguerri sur leur évolution dans leur club de prêt. Voilà, ces superbes vidéos du FC Séville expliquées par Juan José, notamment Julien Esquidé, qui explique son poste de loan manager, ce poste atypique dans le football. Et oui, et vous aussi réagissez à ces quelques paroles de Julien Esquidé. Franck, qu'en as-tu pensé? Moi, je trouve que c'est très bien. Tu vois, ils sont dans le moindre détail, dans la forme, dans tout ce qui est recrutement, tout ce qui est. Et en plus, c'est bien, c'est un ancien joueur. Monchi, on connaît Monchi, hein, c'est un mec qui travaille bien, qui gère un super réseau. Et Escudé, je pense que c'est bien, il connaît la maison, il connaît la mentalité. Je trouve que c'est bien, c'est un plus pour lui. Donc, il met un mec en plus dans le staff qui connaît bien le club. Moi, je trouve que c'est bien. Tu vois, ils sont dans le détail. Et moindre détail, c'est très important dans des clubs comme ça. Il y a quelque chose d'important qu'on avait vu, on avait interviewé ensemble avec Abdel, Julien Escudé, il y a une dizaine de jours à peu près, et lors de l'interview, il nous disait que ce n'est pas uniquement d'aller voir les matchs, c'est d'aller les voir en dehors des matchs, dans sa vie quotidienne, voilà. Ouais, pour voir s'ils vont bien. Voilà, donc c'est parler avec eux. Parce que les joueurs prêtés, parfois, ils peuvent sentir un peu... Valentin, juste un truc, c'est vrai que de mettre quelqu'un qui a évolué en Ligue 1, qui a bien réussi du côté de Séville, le prendre des années après dans le staff, ça montre que ça a été une réussite pour eux. Exactement. Et pourquoi ne pas continuer à user des contacts, des réseaux. Et franchement, c'est une bonne chose, comme on a dit, Niagnon, Rico, après il y a tellement de joueurs qui sont venus de Séville, et ça montre encore une fois qu'en France, il y a quand même pas mal de joueurs et que les étrangers viennent quand même beaucoup récupérer les Français. Ouais. Et c'est une bonne initiative. Et c'est bien, moi, qu'on a un mec comme Julien Escudé qui peut faire peut-être la passerelle, tu vois, par rapport même à la langue. Il y a des agents qui parlent pas, par exemple, l'espagnol, machin, pour avoir la passerelle. Et puis il connaît bien le club, donc tu peux poser beaucoup de questions. Mais quand tu fais un joueur, tu lui poses vraiment la question. Puis il peut bien t'installer, quoi. Le poste aussi, c'est quelque chose qui est en train de monter petit à petit, c'est une découverte, moi je connaissais pas personnellement. Non plus. Et franchement c'est une bonne idée, je pense que ça va se développer au fur et à mesure dans les clubs, parce que je pense que ça peut être qu'une bonne initiative pour eux. Voilà, ce poste de Julien Escudé, loan manager, qui peut se renouveler peut-être dans d'autres clubs, nous verrons. Et nous passons maintenant au quiz Cousumain, Ligue des Champions. Alors Abdel, on t'attend au tournant parce que la dernière fois t'étais très très fort. Ouais. Donc comme c'est le tirage de la Ligue des Champions dans quelques jours, on en profite pour poser certaines questions sur cette compétition. Donc première question, messieurs. Quelle équipe a remporté la Ligue des Champions en 1962 ? Ah ouais. C'est le Real ? Non, le Real a commencé en 56. On a le droit à un pays, on a le droit. Je vous donne 4 clubs et vous devinez. Manchester United, 62. Ajax, Benfica ou Bayern? Benfica. Benfica, c'est ça. Un point pour Abdel. Je crois que c'est avec Porto. C'est la seule fois où les Portugais ils ont pas gagné pratiquement. Hein. 62, c'était il y a très longtemps. Combien... Attends, on va pas faire ça tout seul. Réagissez vous aussi. On va pas faire le quiz tout seul. Allez, envoyez là. À ce quiz là. Comme ça, c'est pas Abdel qui gagne. Deuxième question, attention. Combien de Ligue des Champions Nottingham Forest a remporté? C'est 2. Abdel toujours à l'affût. Regarde les réactions, s'il te plaît. Et viens pas dire une, s'il te plaît, mon grand. Mais respect quand même. Franchement. Dans quel stade s'est déroulée la première finale de la Ligue des Champions? Wow. Alors là. Donc c'est un stade qu'on connaît tous. C'est Wembley? Non.
Le Camp Nou. C'était en France? Ouais, c'est ça. Parc des Princes. C'est ça. Voilà, Parc des c'était en Princes. France. C'est Alors, Franck Rosé, il fait je un n'avais petit pas le euro, Parc de 10 France. euros. C'était ici, mais pas le Parc de Il faut un France. peu de Le concurrence, Voilà. ça, messieurs, le point là. précédent, on le donne à Anna parce qu'elle a répondu avant. C'est qui Anna? Je connais pas, elle va sur le plateau. Elle a Qui dit- est cette dame? elle a répondu avant, c'est elle qui a gagné. Ah, mais elle triche. C'est pas lui. Elle a raison, voilà, c'est pour elle alors. C'est pour elle. Elle a accès à Internet, C'est pour elle. Quatrième question, combien de Ligue des Champions a remporté Liverpool? 4. 6. Allez. Voilà, enfin un concurrent à Abdel. Il joue avec Anna. Je donne la réponse en discrète. Qui marque un doublé face au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions en 2010? Rooney? Un doublé face au Bayern Munich en 2010. En 2010, en finale. Je vais pas donner le club parce que Non, c'est il y avait trop pas- ok. facile. Donc 2010, finale de Ligue des Champions. C'est qui? En fait, faudrait... Attends. Un attaquant qui marque un doublé. Inzaghi? Non, un doublé face au Bayern Munich. Ronaldo. Non, Messi? non. Drogba? Attends. Et il va tous nous les faire. là. Non, mais attends, parce que... Ça attends. fait le coup. Alors, qui a fait le doublé? Ah, Messi? C'est un club italien qui a gagné la Ligue des Champions, pour rappel. 2010. Attends, 2010. Walid, je vois que c'était t'essayes Milan de chercher sur Internet. Attends, je demande à C'était Anna. pas Milan Non. qui avait éliminé. Ah, Diego Milito. Ouais, c'est ça. Milito, Diego Milito. Milito. T'as dit quoi, toi? Milito. Eh, Hein, Diego Milito. Ça, il fallait le trouver. Hein, viens, parce ma que ouais. je me Moi, suis rappelais un même Néral plus de pourri, Milito. moi. Ouais. En plus, c'est Mourinho qui avait l'équipe. Mais c'est parce qu'il était passé par Barcelone, c'est pour ça. On enchaîne. Nombre de buts de Thierry Henry en Ligue des Champions. 62. 71. Non, Non, c'est bon. moi. non, 48. C'est Raoul, ça. C'est Raoul qui avait mis 60. Non, 74, Raoul. Pour rappel, c'est Benzema le meilleur buteur 84. français. Hein. Non, Non, en Ligue des C'est Champions. pas vrai. 67. C'est la rédaction. Non, Non, il a... C'est bien moins que ça. C'est 39? Non. Pour rappel, c'est Benzema le meilleur Ouais. buteur français de la Ligue des Champions. Thierry Henry est derrière. 44? C'est plus. 43. Non, 48? Ah là, 45. l'auto là, bingo. On va jouer au juste prix. 45? C'est le bingo, voilà. 45, voilà. Messi. Non, J'ai dit Je suis 49 largué, et moi, 45. tout ça. 47? Ah, je suis Non, largué, 46. non. Purée, Enfin, le meilleur buteur, 38. c'est Ronaldo quand même. Hein. 36, 35, 34. Non, non, il a dit... Vous donnez votre langue au chat Oui, allez-y. vas-y. C'est 51. Ok. Le score de la finale de Ligue des Champions en 2005. 2-1. C'était 1-0. Arsenal, c'était Arsenal en 2005. Non. Je 2-1? dirais pas. Ah non, c'est 3-3. 1-0. 3-3. 3-3. Ah oui, ça. c'est... Tu vois Je croyais que c'était... Barça... Donc Abdel a gagné d'avance, mais je vais quand même poser la dernière. Non, c'était la dernière question. Excusez-moi. Allez, T'avais pas de question là. Et donc Abdel, Carlo, et donc Abdel j'attends qui, quelque chose, qui Carlo, gagne ça encore fait une fois. 2 victoires au quiz. Je souris pour toi, Carlo. Et donc on termine avec cette nouvelle, cette victoire encore une fois d'Abdel dans les quiz. Décidément, voilà. Ouais, culture on va rappeler générale, que pour ça. Ouais, il lui passe les réponses. c'est Donc sûr. avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Ci-dessous, on vous remercie d'avoir suivi cette émission et rendez-vous mercredi pour une nouvelle émission à 17h. Et comme d'habitude, le nom du gagnant sur Instagram. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bravo.